Bienvenue aux élèves de la classe de seconde 3 pour cette première vidéo dans des conditions un peu particulières. Le but de cette vidéo est de terminer le chapitre 12 que nous avons commencé ensemble et qui doit vous familiariser avec le lien qui existe entre les forces qui agissent sur un système et son mouvement. Alors pour bien pouvoir travailler, vous allez avoir besoin du polycopier du cours du chapitre que je vous ai distribué en classe, ainsi que du polycopier des exercices. Vous aurez aussi besoin d'un stylo 4 couleurs, d'un surligneur, ainsi que d'une calculatrice. Afin de compléter vos polycopiers, il va être nécessaire d'arrêter la vidéo et de la relancer en fonction de vos besoins. Alors bien évidemment, je ne suis pas devant vous, mais j'espère que cette vidéo va vous aider. Elle est bien sûr imparfaite. Certaines images sont floutées afin de respecter le droit à l'image sur les diffusions publiques et pas au sein d'une classe. Alors je vais vous demander de prendre le polycopier de cours, exactement comme on fait d'habitude. Alors on s'était arrêté sur la force d'interaction gravitationnelle et donc nous allons voir une nouvelle force, une force que vous avez déjà vue au collège. Il s'agit du poids. Le poids du corps de masse m est la force qui est notée P majuscule avec une petite flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur. Son point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet, il est noté G. En fait, il correspond au centre de l'objet. Pour l'être humain, il est à peu près au niveau de son nombril. Pour une sphère, il serait au milieu du corps. La direction est la droite qui relie le centre de l'astre, donc de la Terre, au centre de gravité. Donc, il s'agit localement de la verticale du lieu. Le sens, c'est celui du centre de gravité vers le centre de la Terre, donc localement, il s'agit du sens vers le bas. Sa valeur peut être calculée à l'aide de la formule P est égal à m fois G. M est la masse, P est la force, G est l'intensité de pesanteur. Il faut bien retenir que la force, donc le poids, a pour unité le newton, que la masse s'exprime en kilogrammes. G est une valeur qui est donnée dans les exercices. En France, elle est de l'ordre de 9,8 newtons par kilogramme et on va revoir qu'elle varie en fonction de l'astre. Alors si on essaie de dessiner le poids d'une personne sur la Terre, on va commencer par repérer son centre de gravité, puis donc on vient de voir que le poids est vertical et vers le bas. On trace donc une flèche qui est le vecteur poids, et pour indiquer qu'il s'agit du vecteur poids, on indique bien P avec une petite flèche vers la droite. Alors pourquoi vers la droite, au-dessus de la lettre P? C'est une convention, comme on écrit de la gauche vers la droite. Par contre, le vecteur, qui est la flèche rouge verticale vers le bas, représente la force exercée par la Terre sur un objet placé à sa surface. Alors, le poids est l'effet de la gravité à la surface de l'astre. On peut donc dire que le poids est la force exercée par l'astre sur le système, donc par exemple sur l'être humain à la surface de la Terre. Je vous rappelle qu'on met toujours en premier ce qu'on a appelé l'acteur de la force, et en deuxième, après la barre de slash, le receveur de la force. La valeur de G varie en fonction de l'astre, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que par exemple sur la Lune, la valeur de G est beaucoup plus faible que sur Terre. On l'avait vu dans l'activité, 6 fois plus faible. Enfin, la pesanteur et l'attraction qu'exerce la Terre, cette force modélise une action à distance. Alors attention à ne pas confondre la pesanteur et la pesanteur, vous voyez l'orthographe est différent. La pesanteur avec un A est aussi appelée l'impesanteur ou la micropesanteur. Alors je vais essayer de faire une petite parenthèse pour vous expliquer les choses. Le terme de pesanteur désigne la sensation de poids qui est due à l'attraction exercée par la Terre, c'est-à-dire la tendance qu'a tout objet situé dans la zone d'influence de la Terre à être attiré vers le centre de la Terre. Les termes d'apesanteur, d'impesanteur ou encore de micropesanteur sont habituellement considérés comme des synonymes désignant l'absence de pesanteur, donc l'absence de sensation de poids, mais en aucun cas l'absence de gravité. Alors, je vous ai mis une petite illustration d'un astronaute qui est en train de flotter dans l'espace. Alors, pourquoi les astronautes flottent-ils dans l'espace ? L'erreur courante consiste à penser que la pesanteur avec un A
par exemple dans le cas des astronautes, en orbite autour de la Terre est un phénomène lié à l'absence de gravité, et que cette absence de gravité, qui serait due à l'éloignement, les empêche de retomber sur Terre. Or, ce n'est pas du tout le cas. La force gravitationnelle, si elle diminue effectivement à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, elle ne varie que très peu entre la surface de la Terre et une station spatiale. Donc bien que les astronautes semblent flotter dans l'espace et ne pas subir l'attraction terrestre, ils sont en réalité bel et bien soumis à la gravité et ne flottent pas. Ils sont en chute libre, on va revoir ce que cela signifie, vers le centre de la Terre, tout comme nous le serions si le sol se dérobait sous nos pieds, c'est-à-dire s'il n'y avait plus du tout de sol sous nos pieds. En revanche, si leur chute est sans fin, c'est parce qu'ils filent à une vitesse horizontale qui est très très importante, de l'ordre de 28 000 km/h. On l'avait vu dans le défi que vous aviez à rendre juste après les vacances, donc il y a déjà deux semaines. Ce qui leur permet de tomber perpétuellement autour de la Terre, sans jamais la rencontrer, selon une trajectoire ayant la même courbe qu'elle. Donc voilà pour la petite parenthèse, j'espère que j'ai été claire. On va s'intéresser à l'exercice numéro 3, qui est l'exercice relatif au poids. Alors, dans cet exercice, j'avais oublié une donnée qui était l'intensité de pesanteur pour la Terre. Elle est de 9,81 Newton par kilogramme, donc on va en avoir besoin. On va s'intéresser à la première question, donc la première question ici, calculer le poids d'un robot de masse 50 kg sur la Terre, puis sur Jupiter. Donc pour pouvoir répondre à cette question, vous avez bien évidemment besoin de repérer le fait que le robot a une masse de 50 kg, que l'intensité de pesanteur sur Terre est de 9,81 Newton par kilogramme et sur Jupiter de 25,9 Newton par kilogramme. Vous voyez que la notation n/kilogramme est équivalente à la notation n.kilogramme-1. Donc je vous invite à essayer par vous-même de faire l'exercice en arrêtant la vidéo et en la relançant une fois que vous avez effectué les calculs. N'oubliez pas les unités à la fin de votre application numérique, c'est-à-dire à la fin du résultat une fois que vous l'avez calculé avec la calculatrice. Alors, donc la formule que vous devez utiliser est P est égal à M fois G. Lorsqu'on fait le calcul pour la Terre, on obtient 50, on doit obtenir 50 multiplié par 9,81, soit 490 newtons. On refait la même chose pour Jupiter, mais en utilisant l'intensité de pesanteur pour Jupiter qui est de 25,9 newtons par kilogramme. On a donc que le poids sur Jupiter de ce robot de 50 kg est 50 fois 25,9, c'est-à-dire 1295 newtons. Deuxième question, ici, donc, il s'agit de calculer le rapport du poids du robot sur Jupiter divisé par le poids du robot sur Terre. Alors, il s'agit simplement de faire le rapport des deux valeurs numériques précédentes. On a donc 1295 divisé par 490, on trouve après avoir arrondi 2,6. Troisième question, on vous demande de conclure en complétant le texte. Le poids du robot sur Jupiter est fois celui qu'il est sur Terre alors que sa masse est sur les deux planètes. Alors vous en doutez, il suffit de remplacer les pointillés par 2,6 fois. Le poids du robot sur Jupiter est 2,6 fois celui qu'il est sur la Terre, alors que sa masse est la même sur les deux planètes. La masse est invariante quel que soit l'astre. Alors je vais vous demander de reprendre le polycopier de cours. Et on va parler de force. On a vu deux forces à distance, et on va maintenant parler des forces exercées par un support ou par un fil, donc qui sont des interactions dites de contact. Alors première chose, vous voyez j'ai fait une petite faute de frappe ici, évidemment le par 1 est en deux mots.
Lorsque le système étudié est maintenu par un fil ou posé sur un support, alors le fil ou le support exerce sur le système une action de contact modélisée par une force. La force exercée par le fil est aussi appelée la tension du fil. Donc par rapport aux notations symboliques, la force exercée par le fil sur le système est égale à T. En effet, la tension du fil est par convention notée T. Je vous rappelle que le premier terme est l'acteur et le second terme est le fil. Cette force a pour direction celle du fil et pour sens celle du système vers le fil. Donc pour l'alpiniste, la force exercée par le fil sur l'alpiniste est verticale, orientée vers le haut. En effet, l'action du fil de la corde sur l'alpiniste est de retenir l'alpiniste pour ne pas qu'il tombe. Alors, petite remarque, j'ai dessiné un petit garçon qui est en train de tirer sur une corde, et là, la force qui est représentée, alors petite remarque, j'ai représenté un petit garçon qui est en train de tirer sur un fil. La force de direction horizontale, orientée de la droite vers la gauche, n'est pas la tension du fil, il s'agit de la force exercée par le garçon sur le fil. Si j'avais voulu représenter la tension du fil, il aurait fallu dans ce cas-là que je représente une force, une flèche horizontale, orientée de la gauche vers la droite. Alors, maintenant, second type de force, toujours de contact, la force exercée par un support, elle est aussi appelée la réaction du support. Il s'agit de la force R, notée R, du support sur le système. Pour un système qui est immobile ou en mouvement sur une surface lisse, cette force a pour direction la perpendiculaire au support. Donc si le support est horizontal, eh bien la force sera verticale, et pour sens, celle du support vers le système. Donc ici, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est une trousse posée sur une table. Donc comme n'importe quel objet sur Terre, cette trousse est soumise à son poids, toujours vertical orienté vers le bas, on l'a revu il y a quelques instants. Et si je veux représenter la réaction du support, il s'agit d'une force qui est perpendiculaire à la table, donc verticale, et qui est orientée du support vers la trousse, c'est-à-dire de la table vers la trousse, donc vers le haut. Ces deux forces se compensent, donc leur action s'annule, c'est pour cela que votre trousse reste immobile sur la table. Alors, maintenant on va passer au paragraphe suivant, à savoir le lien entre force et mouvement. Faut-il une force pour maintenir le mouvement? Alors, je vous ai représenté une patineuse qui est modélisée par le point A, je vous rappelle, on essaye de simplifier les choses, et donc pour simplifier les choses, on représente la patineuse par uniquement son centre de gravité, le point A. Elle est en mouvement rectiligne uniforme, elle est soumise à son poids, à la réaction du support qui est la patinoire, c'est-à-dire la glace. Les forces se compensent, leur effet s'annule. Et la patineuse continue à avancer. Donc une force n'est pas nécessaire pour entretenir un mouvement. Le principe d'inertie. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le système est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est ce qui est indiqué dans les deux cadres roses. Ça veut dire que si votre objet ne bouge pas, ou si il a un mouvement selon une droite, avec une vitesse constante, les forces se compensent, ça veut dire que leurs effets s'annulent. C'est le cas par exemple d'une boule de Noël ou d'une tasse posée sur une table. Alors on va compléter le texte. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, ce système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme, et réciproquement, ça veut dire que si vous avez un objet qui est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. On va essayer d'écrire ça d'un point de vue mathématique, ne soyez pas effrayés par les conventions mathématiques. Si
votre objet est immobile. Ça signifie que sa vitesse, le vecteur vitesse est nul, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas 2 LE, c'est parce que c'est le vecteur vitesse qui est nul. Ou s'il est constant, ça veut dire que votre mouvement est rectiligne uniforme. Alors toutes les forces qui s'exercent sur lui, c'est-à-dire la somme des forces, c'est cette espèce de symbole ici mathématique que vous connaissez peut-être, il s'agit de la lettre majuscule sigma de l'alphabet grec. Donc la somme des forces, toutes les forces qui s'exercent sur lui, se compensent, et c'est ce qui explique que l'objet, donc soumis à ces forces qui se compensent, est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc les effets de deux forces qui se compensent s'annulent, comme nous allons voir dans l'exemple suivant. Donc on a une boule de Noël qui est accrochée à l'arbre de Noël. Cette boule de Noël est modélisée par le point B. Elle est immobile. Le vecteur vitesse est nul, ce que l'on écrit mathématiquement par le vecteur V est égal au vecteur nul. Pour expliquer qu'elle est immobile, il faut bien voir qu'elle est soumise à deux forces, à son poids et à la tension du fil. En effet, elle devrait tomber si elle n'est soumise qu'à son poids, mais le fil la retient. Donc on peut dire, d'après le principe d'inertie, que comme cette boule de Noël est au repos, alors les forces qui s'exercent sur elle se compensent. On peut donc écrire que R plus T est égal au vecteur nul. Si on généralise, on retrouve somme des forces est égale au vecteur nul. Alors justement, si on utilise toujours le principe d'inertie, à savoir que si l'objet est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Dans le cas de ce train, le train est modélisé par le point S, il est soumis à son poids et à la réaction du sol. Comme il est en mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Et on peut dire que le vecteur vitesse est constant. Ça veut dire que la variation du vecteur vitesse est nulle. Alors, la variation, en fait, on la note à l'aide de ce symbole-ci. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est en fait l'idée que le vecteur vitesse est constant. Alors, petite application du principe d'inertie, le motard ici est soumis à des forces qui se compensent. Donc à son poids et à la réaction du support qui est ici la moto. Son mouvement est rectiligne uniforme. Lorsqu'il rencontre l'obstacle, il va poursuivre son mouvement rectiligne uniforme, ce qui explique qu'il est éjecté vers l'avant. Alors exactement la même chose maintenant pour ce colis à l'arrière du camion. Il poursuit son mouvement rectiligne uniforme parce qu'il est soumis à des forces qui se compensent. C'est ce qui explique l'intérêt de la ceinture de sécurité. Alors on va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle la contraposée du principe d'inertie. Alors en mathématiques, vous connaissez le théorème et la réciproque du théorème. En physique, on parle du principe et de sa contraposée. Donc on a vu pour le principe d'inertie que si le mouvement est rectiligne, uniforme ou que l'objet est immobile, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Vous voyez ici que si le mouvement est non rectiligne ou non uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Donc on va pouvoir compléter les pointillés. Si un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas réciproquement. Ce qu'on va pouvoir écrire d'un point de vue mathématique, que si il n'y a pas de le vecteur vitesse varie, alors les forces qui s'exercent sur l'objet ne se compensent pas. Mathématiquement, ça s'écrit que la somme des forces est différente de 0. Alors, petit exemple pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Ici, on a affaire à un skieur. On va voir qu'il a un mouvement qui est rectiligne mais non uniforme. D'après la contraposée du principe d'inertie, il est soumis à des forces qui ne se compensent pas et on va voir quelles sont les caractéristiques
de ces forces qui ne se compensent pas et de la variation du vecteur vitesse. Donc on néglige les frottements, le skieur suit un mouvement rectiligne uniforme et accéléré. Voici le vecteur à la position 4 et à la position 6. Si on trace la variation du vecteur vitesse, on voit qu'elle est non nulle. En effet, le mouvement est rectilignement uniforme. Il est parallèle à la piste et dirigé vers le bas. Le skieur est soumis à deux forces, à son poids, à la réaction du support perpendiculaire. Si vous faites la somme des deux vecteurs comme vous l'avez vu en mathématiques, la résultante des forces est parallèle à la piste, dirigée vers le bas. On peut dire que la résultante des forces a même direction et même sens que la variation du vecteur vitesse. C'est ce qu'on va pouvoir compléter dans le document du cours. Si un système n'est pas immobile, n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, donc c'est le cas du skieur qui a un mouvement rectiligne accéléré, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas, elles ont la même direction et le même sens que celui de la variation du vecteur vitesse. Dernier point de ce chapitre, on va parler de la chute libre. Un système en chute libre n'est soumis qu'à son poids. Il est donc ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc d'après la contraposée du principe d'inertie, on peut dire que la direction et le sens du vecteur variation vitesse sont identiques à ceux de la somme des forces qui s'exercent sur l'objet. Comme il n'y a qu'une seule force, eh bien la direction et le sens du vecteur variation de vitesse sont identiques à ceux du poids. Alors une chute libre n'est possible que dans le vide. Pourquoi? Parce que sur Terre, eh bien, il y a l'air qui exerce une résistance. C'est ce qui explique que le parachute est fort utile pour pouvoir nous ralentir lors de notre chute. On peut donc écrire et compléter le texte en disant que sur Terre, un système est en chute libre si les forces exercées par l'air, j'ai oublié par, sont négligeables. Alors, petit exemple ici, parce qu'on a du mal à s'imaginer les choses. Donc, sur Terre, si je lâche une bille en plomb et une plume, eh bien, comme vous avez l'habitude de le voir, c'est la bille en plomb qui arrive en premier. On va réaliser le vide dans l'enceinte du tube, et s'il n'y a plus d'air, vous voyez que la bille en plomb et la plume arrivent exactement en même temps. Donc dans le deuxième cas, lorsqu'on a actionné la pompe à vide, lorsqu'il n'y a plus d'air dans le tube, eh bien on est dans le cas idéal d'une chute libre où la bille en plomb et la plume sont soumises uniquement à leur poids, et on voit que ce phénomène est indépendant de la masse. Alors, on a fini avec le cours, on va reprendre les exercices, on va faire d'abord l'exercice 4 et l'exercice 5. L'exercice 4, lors d'une course automobile, le pilote perd le contrôle de son véhicule, de masse 1 tonne. La scène a été enregistrée par hélicoptère et a été analysée image par image. On obtient donc une chronophotographie. Le point qui modélise la voiture de Formule 1 ou le pilote est le point rouge sur votre écran. On rappelle que l'intensité de pesanteur sur Terre est de 10 newtons par kilogramme. Première question, quel est le mouvement du centre du véhicule? Et on vous demande de justifier. Il va donc falloir utiliser le principe d'inertie. Je vous laisse arrêter la vidéo, essayer de répondre sur vos feuilles et ensuite donc remettre la vidéo en marche pour avoir la réponse. Le mouvement est rectiligne uniforme, la trajectoire est une droite. Alors pourquoi est-ce que le mouvement est rectiligne uniforme? Parce que la distance qui sépare les différents points rouges, qui sont pris à intervalles de temps constant, sont les mêmes. On peut donc dire que la vitesse est constante. Deuxième question, quelles sont les forces qui s'exercent sur le véhicule dans le référentiel terrestre? Que peut-on dire de ces forces justifiées? Donc on va pouvoir écrire que la voiture est soumise à la réaction du support, donc du sol, et à son poids. D'après le principe d'inertie, comme le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent, donc la réaction du support et le poids se compensent.
Quelles sont les caractéristiques de ces forces? Représentez-les sur un schéma où la voiture est symbolisée par un point V. Donc on va dessiner le point V. La voiture est soumise à la réaction du support et au poids. La réaction du support est perpendiculaire au support, donc perpendiculaire au sol, donc verticale, orientée vers le haut. Le poids est vertical, orienté vers le bas. Et puisque les forces se compensent, elles ont même direction, elles ont même valeur, mais sont de sens opposés. Dernier exercice du chapitre, exercice numéro 5. Un pot de fleurs modélisé par son centre de gravité G tombe en chute libre d'une fenêtre. Que peut-on dire du vecteur vitesse du centre de gravité dans le référentiel terrestre? Donc, puisque l'on est en chute libre, cela signifie que le mouvement est non uniforme, il est rectiligne mais non uniforme, le pot de fleurs n'est pas immobile. Donc d'après la contraposée du principe d'inertie, on peut dire que le pot de fleurs est soumis à des forces qui ne se compensent pas. En effet, ce pot de fleurs est soumis uniquement au poids. Donc j'ai fait une faute de frappe, c'est la contraposée du principe d'inertie. Le pot de fleurs n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Le centre de gravité a le même sens et la même direction que le poids. Sa valeur change, elle augmente lors de la chute. On en a fini avec ce chapitre. Donc vous avez vu, la vidéo est loin d'être parfaite. Bon, c'est une première vidéo. Je vais essayer de faire des progrès quant à la phrasée et puis à l'intervention des différentes images. Donc je vous rappelle que sur le site RuelPC, vous avez des capsules vidéo qui peuvent vous aider à comprendre les phénomènes que nous venons de voir. Par ailleurs, via Pronote, je vais vous donner des devoirs à faire, à savoir compléter le mémo du chapitre qui va être disponible ici pour ceux qui peuvent l'imprimer. Sinon, il va falloir prendre une photo et compléter la photo. Je vais vous demander aussi de faire le défi. Il s'agit d'un petit exercice à faire, dont l'énoncé est disponible en cliquant le lien ici. Et enfin, un petit escape game à faire, donc un petit jeu, où vous avez différentes questions auxquelles il faut répondre. À chaque étape, vous allez avoir 2 chiffres à retenir pour pouvoir ouvrir une porte à l'aide d'un code à 6 chiffres. Je vous souhaite bon courage pour ce travail et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.